Une prédiction de la mécanique quantique contredise une observation. Jamais. Au début des années 30, la quête d'unification d'Einstein piétine, tandis que la mécanique quantique dévoile les secrets de l'atome. Les chercheurs s'aperçoivent que la gravité et l'électromagnétisme ne sont pas les seules interactions régissant l'univers. En sondant la structure de l'atome, ils découvrent deux nouvelles forces. La première, l'interaction forte, agit comme une superglue. Elle maintient le noyau de chaque atome en liant les protons aux neutrons. Et la seconde, l'interaction faible, permet aux neutrons de se transformer en protons tout en émettant des radiations. À l'échelle quantique, l'interaction qui nous est la plus familière, la gravité, est totalement éclipsée par l'électromagnétisme et ses deux nouvelles forces. Les interactions faibles et fortes peuvent nous paraître obscures, mais il y a au moins un aspect de leur puissance dont nous sommes tous très conscients. À exactement 5h29, le matin du 16 juillet de l'année 1945, cette puissance fut révélée par un acte qui allait changer le cours de l'histoire. Au beau milieu du désert du Nouveau-Mexique, au sommet d'une tour s'élevant à peu près à, disons 30 mètres au-dessus de la pointe de ce monument, la toute première bombe atomique était activée. Cette bombe ne fait que 1,50 m de large, mais elle renferme une puissance équivalente à environ 20 000 tonnes de TNT. Avec cette gigantesque explosion, les scientifiques libèrent l'interaction forte, qui maintient les neutrons et les protons étroitement soudés à l'intérieur du noyau de l'atome. En brisant l'emprise de cette glue et en explosant l'atome, il libère des quantités véritablement inimaginables d'énergie destructrice. On peut encore détecter les traces de cette explosion grâce à l'autre force nucléaire, l'interaction faible, parce qu'elle est responsable de la radioactivité. Et aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, les niveaux de radiation par ici sont encore à peu près 10 fois supérieurs à la normale. Alors, même si comparé aux forces électromagnétiques ou bien la gravité, les forces nucléaires agissent à une échelle qui semble minuscule, leur impact sur la vie quotidienne est tout aussi considérable. Mais qu'en est-il de la gravité, de la relativité générale d'Einstein? Quelle est leur place à l'échelle quantique? La mécanique quantique nous dit comment œuvrent toutes les forces de la nature dans le domaine microscopique, à l'exception de la force de gravité. Absolument personne n'arrivait à comprendre comment la gravité opère quand on descend à la taille des atomes et des particules subatomiques. Autrement dit, encore personne n'arrivait à dire comment mettre la relativité générale et la mécanique quantique ensemble dans le même paquet. On obtient comme réponse que les probabilités de l'événement sont infinies. Absurde. Ce n'est pas profond, c'est absurde. En 1933, après avoir fui l'Allemagne nazie, Einstein s'installe à Princeton, New Jersey. Il travaille dans la solitude, poursuivant avec obstination la quête dans laquelle il s'est lancé plus de 10 ans auparavant, pour unir la gravité et l'électromagnétisme. Les journaux annoncent régulièrement qu'il est sur le point de réussir. Mais la plupart de ses collègues sont persuadés qu'il fait fausse route et que son âge d'or est déjà derrière lui. Quand la communauté des physiciens théoriques commence à étudier l'atome, Einstein reste totalement en dehors. D'une certaine façon, il choisit délibérément de ne pas s'intéresser aux résultats de ses expériences. Ce qui veut dire que les lois de la mécanique quantique n'ont aucune place dans ses recherches ultérieures. On le considère comme un vieillard sympathique et hésitant qui a mené une révolution, mais s'est ensuite laissé distancer.
Albert Einstein s'éteint le 18 avril 1955. Et pendant des années, son rêve d'unification des forces au sein d'une théorie unique semble avoir disparu avec lui. La quête de l'unification devient un bras mort de la physique. Au moment de la mort d'Einstein, dans les années 50, il n'y a presque plus aucun physicien sérieux engagé dans cette quête. Depuis lors, la physique s'est divisée en deux camps distincts. Un qui utilise la relativité générale pour l'étude des objets lourds de l'infiniment grand, tels que les étoiles, les galaxies et l'univers dans son ensemble. Et un autre qui utilise la mécanique quantique pour l'étude d'objets infiniment petits, tels que les atomes et les particules. Je dirais que c'est comme si on avait deux familles n'arrivant pas à s'entendre sur rien et refusant de discuter. Et qui devraient vivre sur le même toit malgré tout. Et il a toujours semblé qu'on n'arriverait jamais à combiner la mécanique quantique et la relativité générale en une théorie unique qui serait susceptible de décrire l'univers à toutes les échelles. Tout ça n'empêche pourtant pas notre compréhension de l'univers de progresser énormément. Mais il y a un obstacle. Il existe des facettes étranges du cosmos qui ne pourront jamais être entièrement comprises tant que nous n'aurons pas trouvé une théorie unifiée. Et ce n'est nulle part plus évident que dans les profondeurs d'un trou noir. C'est un astronome allemand, Karl Schwarzschild, qui définit le premier ce qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs en 1916. Alors qu'il est au front pendant la Première Guerre mondiale, il propose une façon nouvelle et surprenante de résoudre les équations de la relativité générale d'Einstein. Entre deux calculs de trajectoire d'artillerie, Schwarzschild s'aperçoit qu'une énorme quantité de masse, comme celle d'une étoile très dense, concentrée dans une petite zone, déformerait tant le tissu de l'espace-temps que rien, pas même la lumière, ne pourrait échapper à son champ gravitationnel. Pendant plusieurs dizaines d'années, les physiciens ont douté que les calculs de l'allemand soient plus qu'une simple théorie. Mais aujourd'hui, les satellites télescopes qui sondent l'espace découvrent des régions avec un gigantesque champ gravitationnel que la plupart des scientifiques considèrent comme des trous noirs. La théorie de Schwarzschild semble être devenue réalité. Mais alors, une question se pose. Si l'on essaye de comprendre ce qui se passe dans les profondeurs d'un trou noir, où une étoile tout entière est compressée en un point minuscule, faut-il faire appel à la relativité générale, parce que l'étoile est incroyablement lourde, ou à la mécanique quantique, parce qu'elle est minuscule? Tout le problème est là. Le centre d'un trou noir étant à la fois petit et lourd, on ne peut éviter d'utiliser les deux théories en même temps. Mais quand on essaye de réunir les deux théories dans le domaine des trous noirs, elles se heurtent et tout s'effondre. Leurs prédictions sont incohérentes. Or, l'univers n'est pas incohérent, il faut bien qu'il ait un sens. Aujourd'hui, avec la théorie des cordes, nous avons peut-être trouvé un moyen d'unir notre théorie de l'infiniment grand et notre théorie de l'infiniment petit pour donner un sens à l'univers à toutes les échelles et en tout lieu. Plutôt qu'une multitude de particules minuscules, la théorie des cordes affirme que tout dans l'univers, toutes les forces et toute la matière se composent d'un seul ingrédient, de minuscules brins d'énergie vibrants que l'on appelle des cordes. Une corde peut frétiller de beaucoup de manières différentes, ce qui n'est pas le cas d'un point. Et ces différentes manières de frétiller correspondent aux différents types de particules élémentaires. C'est comme une corde de violoncelle. Elle peut vibrer exactement comme une corde de violoncelle. Chaque note décrit en quelque sorte une particule différente. Elle a donc un pouvoir d'unification extraordinaire. Elle unifie